Bonjour tout le monde et bienvenue à Génération Z, l'émission où on reçoit des jeunes pour débattre de différents sujets d'actualité. Cette semaine, le sujet, tenez-vous bien messieurs, on parle de justice. Mes panélistes, vous êtes rendus des habitués, n'est-ce pas, de Génération Z. Mike Leduc, Alexandre Bouchard, André-Philippe Ouellette et Sadraque Amos. Merci beaucoup de participer à notre émission. Alors, être riche, c'est ni bien ni mal, c'est juste une situation. Hein? L'argent ne fait pas le bonheur, on le sait tous. Mais on sait bien que quand on est riche, tout semble plus facile, n'est-ce pas? La première question de l'émission, on entend souvent dire qu'il y a deux justices, une pour les pauvres et l'autre pour les riches. Quelle est votre opinion à ce sujet? Je suis d'accord là-dessus. La preuve aussi qu'on entend parler souvent aux médias que pas juste les riches, mais aussi les personnes connues réussissent à échapper à la justice juste parce qu'ils sont connus ou qu'ils ont de l'argent. C'est juste pour donner un exemple. Chris Brown qui avait battu sa femme, Rihanna, puis il a eu quasiment rien pour ce qui est arrivé. Puis il est retourné, puis il a continué à faire de l'argent, continué à faire de la musique, puis tout le monde l'a réaccueilli comme si c'était n'importe quoi. Est-ce que c'est parce qu'il y a toute comme une industrie derrière ces gens-là? Alors, il y a du monde qui ont tout intérêt à ce que ça se règle rapidement. C'est comme une business. Je veux dire, à la base, juste le fait que ta représentation soit dépendante de ce que tu peux donner comme salaire, puis que ta représentation, plus tu peux donner, mieux elle va être, là, en théorie. Ça, juste à la base, c'est pas juste. Quand on parle de procès de justice, ça, pour moi, ça fait défaut là, à la base. Oui, parce que pour moi, en fait, le système est juste dans une certaine mesure. C'est-à-dire qu'à armes égales, le système va produire sensiblement les mêmes résultats. Si les personnes ont à peu près les mêmes moyens financiers, vont avoir à peu près le même calibre d'avocat. Le problème, c'est que justement, quelqu'un de très pauvre qui peut avoir accès à l'aide juridique, par exemple, a très peu de chances, sauf si justement la preuve est probante, dans des cas ambigus. C'est-à-dire que quand il n'y a pas d'ambiguïté, je dirais que la justice est assez fiable. Il n'y a pas de problème. Mais lorsqu'il y a certaines ambiguïtés, avoir un avocat meilleur qu'un autre peut vraiment faire la différence. Donc, c'est pour ça que souvent, on a des cas où les gens, c'est pas parce qu'ils ont une certaine célébrité, c'est pas parce qu'ils ont des contacts, c'est seulement qu'au niveau de leur accès à la justice, ils réussissent à être mieux représentés, comme tu viens de dire, Alexandre, puis justement à s'en sortir par les voies légales, puis tout à fait légitimes, si on peut le dire. Exact. Et on parle de justice de riches et justice de pauvres. Je pense qu'au Québec, on est un des exemples les plus flagrants, et on pourrait en nommer des centaines et des centaines de cas, mais lorsque il est question d'argent, et celui qui a le plus grand poids financier, mais inévitablement, il va s'en sortir avec des peines, presque avec pas de peine ou des peines minimes, tout simplement à cause qu'il y avait le poids nécessaire, le poids financier pour alléger sa peine. Je donne un exemple comme ça, juste l'industrie de la construction ici, je ne vais pas m'avancer là-dessus parce qu'on va pas un autre débat, ouais. Exact. Mais on a plusieurs cas où est-ce qu'on voit que l'argent domine un certain niveau et ça pousse les gens à corrompre d'autres gens. Parce que là, c'est deux mondes différents. Excuse-moi, Mike, vas-y. D'après moi, c'est pas juste aussi l'argent, c'est les clics aussi. Souvent, il y a des représentants gouvernementaux qui se font des clics puis qui se protègent entre eux autres, puis qui se poussent qui ont des à une intérêts fin, communs. un intérêt commun pour pousser à que leur ami s'en sorte avec rien, dans le fond. Quand tu es riche puis tu te retrouves dans de beaux draps, tu passes 2-3 coups de téléphone au bon avocat qui va faire de la pression sur la bonne personne et puis c'est réglé. Puis souvent, tu n'as même pas à t'en occuper. Quand tu es pauvre, ou sur l'aide sociale, on parlait d'avocat de l'aide juridique, mais quand tu es juste comme... Tu n'as pas de moyens, tu es dans la classe moyenne, tu n'as pas d'argent, tu vas juste pas rien faire. Tu vas te laisser manger la laine sur le dos parce que tu vas te dire « j'ai pas les moyens de me payer un avocat ». Puis les compagnies, souvent, en profitent là, de ça. Ils font des poursuites baillance. Donc, ils inondent les petits représentants, les acteurs de la société comme vous et moi, de papiers, de clauses, qui savent très bien que c'est impossible de surmonter. Puis on parlait de l'aide juridique tout à l'heure. Sous toute réserve, l'aide juridique, elle a atteint un seuil où, si tu es en haut du salaire minimum, tu n'y as pas accès. Donc, il y a comme quelque chose qui ne fonctionne pas là, dans notre système. C'est les assistés sociaux qui peuvent y avoir accès, j'imagine, tout simplement. Il y a d'autres catégories de population, mais généralement, c'est très restreint. Donc là, ensuite, on pourrait se demander, comme société, est-ce qu'on pourrait peut-être avoir un plus grand accès justement à cette aide juridique-là, mettre plus de moyens pour que les avocats de l'État, qui font admirablement leur travail, à mon avis, il y a des gens qui dédient leur carrière, qui dédient leur vie justement au système pour assurer une certaine égalité devant la loi, qu'on ait plus de moyens pour avoir des avocats de meilleur calibre au sein de l'appareil gouvernemental. Puis là, je pense qu'on réglerait beaucoup de problèmes parce qu'à armes égales,
je veux dire, la sévérité, la célérité de la peine va être à peu près la même, à mon avis. Là. Parce que c'est pas nécessairement des moins bons avocats qui sont dans l'aide juridique. Peut-être qu'il y en a, comme tu dis, qui sont qui veulent vraiment aider les plus démunis. Ouais. Ben, surtout les gros blocs d'avocats, ils ont une machine derrière eux. Ils ont du monde pour remplir les papiers, ils ont du monde pour remplir ci, ils ont du monde pour pousser à telle autre place. Donc, plus gros que le cabinet d'avocats est, plus gros qu'ils peuvent produire de documents pour amener en terme. Mais la justice, ça devrait pas être justement le premier domaine où il n'y a pas de différence entre les riches et les pauvres. Je veux dire, le système, ça veut dire qu'il est corrompu. Le système, d'après moi, le système est pas nécessairement corrompu, mais peut-être mal basé. C'est-à-dire que dans un système comme le nôtre qui fonctionne en common law au niveau criminel, c'est-à-dire que c'est les arguments qui sont présentés devant le juge qui sont retenus. C'est pas, par exemple, en France, dans des systèmes de droit civil où tout ce qui est droit criminel va être de matière civile, de compétences civiles. C'est-à-dire que le juge va mener une investigation puis va aller, lui, chercher des arguments puis des clauses. Tandis que dans un système comme le nôtre, puis peut-être qu'il y a moyen de revoir ça, quoique je pense pas qu'on s'éloigne de la common law dans un avenir très rapproché, mais effectivement, c'est-à-dire que c'est les avocats qui doivent présenter des éléments devant le juge. Le juge, même s'il a une idée derrière la tête puis qu'il se dit « Ah oui, mais je trouve que c'est pas très logique ça » ou il y aurait moyen de faire une investigation plus grande, bien, il peut pas parce que le juge doit juger en fonction de ce qui lui est présenté. Donc ça, c'est peut-être une des clés du problème, là où on dit justement que la prestance de l'avocat, sa capacité de recherche, les moyens du cabinet sont importants parce que justement, eux peuvent aller chercher dans d'innombrables copies de loi, peuvent aller chercher des expertises, peuvent payer des experts. Tu sais, je veux dire, c'est ça, il y a ça aussi. Si on avait une justice où le système en tant que tel pouvait peut-être investiguer plus, ça pourrait peut-être résoudre certains problèmes. Est-ce que le système judiciaire et puis la longueur des procédures, que c'est interminable, c'est pas justement fait pour enrichir le portefeuille des avocats, des juges et tout ce système? D'après moi, non. Des fois, c'est souvent amené à l'incompétence, soit d'un parti ou un autre, d'amener à terme leur preuve ou de pousser, dans le fond, leur procédure. Souvent, Mike, c'est tu penses pas du tout que ça a un lien avec d'éterniser ça pour Non. faire plus d'argent? Non. C'est le système qui C'est le comme système. on dit, c'est le système qui Ouais. engorge. Des procédures peuvent prendre 6 mois, comme il y en a d'autres qui peuvent prendre 6 ans. C'est tout simplement à cause de comment que le système a été construit à la base. Et c'est cette base-là qu'il faudrait revoir. C'est quoi la lacune On du l'a système? on l'a revu, là, si je peux me permettre. Je veux dire, on a eu l'arrêt Jordan qui a été fait Ouais. par la Cour suprême récemment, qui dit justement que les peines, en raison de l'habeas corpus, ne peuvent pas dépasser, pas les peines, je veux dire, le niveau de traitement, ne peut pas dépasser un certain temps. Sinon, justement, la personne va être mise en liberté. Puis c'est malheureux parce que ça a certaines conséquences. Je veux dire, au Québec, je crois qu'on aurait dû s'exclure de cet arrêt-là, puis garder les gens en prison parce qu'il y a eu des meurtriers présumés qui ont été relâchés parce que justement, les délais étaient écoulés. Selon l'arrêt Jordan. Puis je pense que cet arrêt-là est important parce qu'effectivement, les délais sont trop longs actuellement. Mais ceux qui sont à la tête, justement, la Cour suprême, ont décidé que, justement, ça en était trop, qu'il fallait, justement, avoir des délais plus raisonnables. Ce qui est dommage, c'est qu'on ne donne pas de mesures de transition au gouvernement québécois, au gouvernement des provinces. Donc, on doit relâcher des gens en raison de ça. Mais est-ce que c'est un moindre mal pour, justement, avoir une justice qui fonctionne mieux dans le futur? Je ne sais pas. Mais ce qui est certain, c'est que c'est important d'avoir des délais plus courts, puis que la Cour suprême s'y est attaquée. Effectivement, l'arrêt Jordan, il y a des cas qui sont tellement isolés, particuliers, qu'on ne peut pas prendre une procédure et l'appliquer sur tous les cas. Chaque cas est particulier et c'est à voir avec une attention particulière pour ce détenu-là. Est-ce qu'il, malgré que la procédure est longue, est-ce qu'il est en mesure de réintégrer la société quand même? Pour terminer ce premier bloc rapidement, les avocats qui fonctionnent à 250 pièces de l'heure, vous en pensez quoi? C'est une industrie, si le monde sont prêts à payer pour, c'est à leur capacité, eux autres. Il y a tout le temps quelqu'un qui va offrir un service moins cher, plus cher, donc c'est un marché ouvert. Il faudrait vraiment remettre le citoyen aux commandes de la justice parce que je pense que de toute évidence, là, c'est plutôt au service des riches. Mais on vous revient pour le deuxième bloc. Pour notre deuxième bloc, messieurs, la question est, beaucoup de criminels récidivent à plusieurs reprises. Selon vous, les peines sont-elles trop sévères ou pas encore assez? Tout dépend du crime, bien sûr. Souvent, il y a des meurtriers qui s'en sortent avec des peines de 3-4 ans qui m'étonnent fortement sur qu'est-ce que le monde ils se font mettre pour la possession de drogue et les sujets similaires, si on veut. Fraude ou Ouais. des gens qui n'ont pas payé leurs impôts qui vont... Donc, d'après moi, la justice est un petit peu bizarre, si on veut.
tuer quelqu'un puis possession de drogue étant pas nécessairement la même chose si on prend une vie beaucoup plus importante de consommer de la drogue. Puis la peine est extrêmement plus grande pour la consommation de drogue et la possession de drogue. Les abus sexuels aussi, je sens Ouais. des fois que c'est un peu ridicule, les peines par rapport à ça. Je vais garder mon sang-froid. Non, laisse-toi Mais- aller, ça drague. Mais, oh mon Dieu, tout ce qui est crime sexuel, je suis dépassé de voir des détenus qui sortent libres comme l'air à des crimes sexuels graves. Là. Sans aucune Sans réhabilitation, souvent ils n'ont pas fait une thérapie ou quoi que ce soit, alors je me dis que tu peux pas avoir changé sans Même thérapie. juste le temps de la peine d'emprisonnement. Écoute, là, un homme qui a abusé sexuellement d'une femme, tu l'as abusé. C'est juste l'aspect moral de ça. On ne peut pas prendre un côté plus... C'est un pour le- meurtre, c'est un meurtre. ouais. La personne est encore en vie, mais Ouais, mais moralement, elle est morte, là, cette personne-là. au niveau de Son la âme peine... est déchirée à tout jamais. Si je peux me faire un peu l'avocat du diable, puis je suis tout à fait d'accord avec toi que c'est épouvantable, mais par rapport justement aux sévérités des peines, c'est pas que les peines techniquement sont plus ou moins sévères. En fait, elles sont plus sévères pour les crimes plus graves. C'est qu'il faut prouver hors de tout doute devant le système de C'est justice ça. parce que tout le monde est présumé innocent dans Exact. notre système de C'est justice, alors que justement, dans des pays comme la France, tu es coupable jusqu'à preuve du contraire. Au Canada, tu es innocent jusqu'à la preuve du contraire. Donc, c'est pour ça que parfois les peines ont l'air ridicules en comparaison de certaines peines qu'ont les dealers de drogue ou tout. C'est parce que eux, c'est que plus tout facile le de temps- prouver hors de tout doute qu'ils ont effectué le trafic, alors que dans des cas qui sont plus émotionnels, qui sont plus humains, si on peut dire, c'est plus difficile de prouver hors de tout doute que la personne est coupable. C'est ça qui est difficile, mais en même temps, ça protège certaines personnes parce que c'est pas tout le monde qui est coupable nécessairement. Mais Effectivement. c'est ça, c'est très délicat parce que C'est délicat. c'est de prouver réellement qu'il y a eu l'acte. Exact. Moi, je parle pour celui qui a réellement été coupable. Sans aucun doute. Ouais. Sans aucun Ouais. doute, là. Ça, c'est... Une fois prouvé coupable, la peine Je suis outré, ouais. étant une différence pour tout. Une fois prouver la personne coupable est une chose, mais une fois prouvé coupable, la personne s'en sort beaucoup moins que des crimes. Ah, beaucoup plus. Donc, plus, vous en êtes fait, unanime c'est que les peines ne sont pas assez sévères, finalement? Ou ça dépend du Ça crime? dépend du Ça cas, dépend ça du dépend crime. du Ça cas, dépend là. du crime. Si on a fraudé l'impôt, c'est quand même pas la fin du monde, on n'a pas tué personne. Si on a abusé d'un enfant, ben les peines sont visiblement pas assez sévères. Je pense pas que le gouvernement serait d'accord avec toi si pour le fraudage d'impôts pour là-dessus, mais... C'est sûr que ça leur rapporte pas grand-chose. Non, eux autres, hein? ils n'aiment pas beaucoup ça. C'est parce mais- qu'au point de vue légal, la sévérité est beaucoup plus grande pour quelqu'un qui va avoir abusé quelqu'un, par exemple. Mais Ouais. c'est juste que c'est beaucoup plus facile de prouver que Prouver tu n'as pas payé tes impôts que Ouais. tu as fait ça. En fait, C'est ça. si on regarde au niveau des lois, c'est beaucoup plus sévère. En fait, c'est déjà très, très sévère. C'est seulement d'appliquer cette sévérité-là puis d'assurer qu'il y ait célérité de la peine. Puis ça, c'est plus compliqué. Là. Les personnes condamnées, ils s'en sortent beaucoup plus facilement que... Ça, je suis d'accord avec toi, mais le problème, c'est pas que les peines sont pas assez sévères, c'est de la façon dont on procède, à mon avis. C'est la façon dont on amène la preuve. Exact. Est-ce que ça vaut la peine de miser plus sur la réhabilitation en prison, faire des thérapies, tout ça? Parce que là, on sait qu'il y a très peu de thérapies. Il y a certains en cas qui prison. sont irrécupérables. Si on pense à Moïse Rocterio, je sais pas, nous, c'est un petit peu vieux pour notre cas, mais c'était quelqu'un Le qui avait eu une gourou. secte, qui avait abusé des enfants, qui avait tué une femme, qui a commis des atrocités. Vraiment, c'était horrible. Puis, il allait sortir de prison dans un futur plus ou moins éloigné. Puis, il y a eu un détenu qui a décidé de l'assassiner en prison parce que moralement, lui, il ne trouvait pas ça normal que cet homme-là puisse sortir de prison. Donc, il faut se demander justement s'il y a certains cas qui ne sont pas récupérables et qui mériteraient justement peut-être que la prison à vie sans possibilité de libération devrait être une peine qui est imposée plus souvent, justement. Ou peut-être qu'on pourrait avoir des peines comme aux États-Unis qui sont cumulatives, tu sais, des 1000 ans de prison, par exemple, pour s'assurer que la personne ne puisse pas sortir. C'est-à-dire qu'ici, les chefs ne sont pas cumulables au Canada. Donc, il y a certaines lacunes qui sont directement liées à notre système de justice. Ben, 1000 ans de prison, je veux dire, personnellement, je trouve ça stupide parce qu'il n'y a personne qui va vivre à 1000 ans de prison. Non, mais c'est non, justement non, c'est pour c'est s'assurer le que la principe, personne ne c'est puisse sûr. pas sortir. Ouais. Mais c'est la même chose que la prison à vie. Non, parce que souvent, avec la prison à vie, il y a C'est possibilité de 25 ans, libération. possibilité. Tu sais, puis il y a d'autres pays en Europe, l'Italie, par exemple, le chef du bateau, justement, le Costa Concordia, Oui, je pense quelque ouais, chose ouais, comme ça, ouais. justement, avait été condamné à quelque Ouais. chose comme 4000 ans de prison Ouais. parce qu'il voulait s'assurer que cet homme-là ne puisse pas, justement, sortir de prison tellement son crime était grave. Ouais. Est-ce que ça serait pas arbitraire de dire son cas est irrécupérable, comme c'est aussi arbitraire de dire ah, mais on ne sait pas si la personne a vraiment commis l'abus à 100 Ce que je veux dire, c'est que comment peut-on savoir qu'un cas est irrécupérable? Avec une bonne thérapie de plusieurs années, des peut-être quelqu'un peut évaluations. avoir un genre d'épiphanie ou je ne sais pas. Ben, Peut-être que des gens sont récupérables, qu'ils ont commis des crimes tellement graves qu'en tant
citoyen, on ne peut pas accepter que ces gens-là soient libérés. On peut se dire, oui, peut-être que tu ne recommettras plus jamais ce crime-là, mais tu l'as commis. Puis, à cause de ce meurtre-là qui était ignoble, X, je ne sais pas trop quoi, tu ne pourras pas justement réintégrer la société parce que ce que tu as fait était à ce point inacceptable pour nous que tu ne pourras pas sortir. Mais est-ce que ça serait juste aussi pour, si on pense, admettons, à un jeune de 16 ans qui commet le crime très, très, très horrible. Mais après ça, une fois rendu dans sa trentaine, le jeune n'a pas vu encore une journée de sa vie adulte à l'extérieur de la prison. Est-ce que c'est encore juste? Est-ce que c'est encore Pour les jeunes, c'est différent. Je suis d'accord avec toi quand de même. quoi récupérable? Ou Il est-ce qu'on y a des doit... procédures différentes aussi. Il y a une justice différente, Ben, entre différente. parenthèses, pour les jeunes de moins de 18 ans, là, si je ne me trompe pas. Donc, C'est une fois rendu à un âge, dans le fond, peu importe si tu vas être jugé à vie, si tu prends la prison à vie, même si tu es jeune, tu vas juste être transféré de prison après ça pour un autre. Non, mais Pour je suis ton tout à fait d'accord avec toi crime. que pour les personnes plus jeunes, mineures, même en bas de la vingtaine, il y a moyen d'avoir des procédures qui sont Jugés différentes puis qui sont oui, actuellement ils sont différentes. jugés aussi au Canada. différemment aussi. Exact. Pour la plupart des fois, non. Des fois, ils sont jugés en tant qu'adultes, d'où la sévérité du crime. ouais, Si mais le ça, crime est trop sévère, ils sont jugés en tant qu'adultes et qui Non, s'en mais vont vers une... ça dépend pas de la sévérité du crime, mais d'abord, il faut prouver qu'il y a une raison raisonnable, une raison d'être jugé aux adultes. Ça doit être prouvé, c'est pas déterminé à l'avance. Là, donc. Et même si le crime est si sévère, si la personne a vraiment une réelle réhabilitation, est-ce qu'elle va vraiment pouvoir vivre avec ça sur la conscience? Ça, c'est une autre Ça, c'est histoire, un autre- mais c'est peut-être effectivement mieux pas qu'elle prenne jamais conscience de ce qu'elle a fait. Des fois, c'est des crimes épouvantables. Mais j'y reviens. Est-ce que vous pensez qu'on devrait imposer une thérapie en prison ou ce serait des coûts J'ai l'impression que c'est inutiles? déjà le cas. Puis si ce l'était pas, je crois qu'effectivement, il faudrait que les thérapies soient obligatoires pour qu'on... Obligatoire. que les gens puissent Non sortir. négociable. Mais je crois que c'est déjà le cas, par contre, pour les crimes graves, à tout le moins. Ouais. Ben écoutez, je suis intéressée de voir qu'est-ce que vous pensez de notre prochain sujet. Ça va être assez intense, je crois. On vous revient dans 2 secondes. Dernière question de l'émission. Écoutez, ça va brasser avec celle-là. Plusieurs meurtres spectaculaires font la une des journaux depuis plusieurs semaines. Croyez-vous que le Canada devrait rétablir la peine de mort? D'après moi, c'est un dur non. C'est pas de quoi qu'on devrait penser à rétablir. C'était un pas vers l'avant de l'enlever, donc je verrais pas pourquoi que le réintroduire ce serait juste un pas vers l'arrière. Ça serait un pas vers l'arrière. Ouais, Trouvez-vous que c'est un peu barbare, même? À C'est limite. barbare et c'est un pas vers l'arrière. Ouais. C'est les deux. À limite, ça va être ça. Nous, on a aboli la peine de mort en 1976. Est-ce que vous croyez que les Américains sont un peu barbares parce que dans plusieurs États, c'est C'est-à-dire encore que chaque permis? société est à même de décider pour elle-même. C'est-à-dire c'est pas aux Canadiens, aux Québécois, par exemple, d'aller dire aux Américains « Ah, c'est pas correct ce que vous faites Parce que les Américains ont relativement un système stable, solide, qui s'inscrit dans l'état de droit quand même. Donc, c'est peut-être pas moralement acceptable pour nous, les Québécois, que la peine de mort soit appliquée aux États-Unis, mais les Américains, je veux dire, ont un gouvernement élu démocratiquement, ont décidé que la peine de mort allait s'appliquer. Certains États ont d'ailleurs décidé de ne pas l'appliquer, c'est-à-dire que ça revient aux citoyens de chaque État. Si la justice, justement, permet d'établir, hors de tout doute, qu'une personne est coupable, puis qu'un certain État, à quelque part dans le monde, décide, dans le cadre d'un État de droit, d'appliquer la peine de mort, eh bien, je me dis, en général, ça les regarde parce que chaque État a sa souveraineté. Ensuite, pour le Canada, je vous dirais non, parce qu'il y a toujours des risques d'erreur judiciaire, il y a toujours des Exactement. risques de se tromper de personne, justement, l'erreur judiciaire. La personne peut souffrir de longs délais. Je veux dire, il y a plein d'éléments qui, rationnellement, poussent à être contre la peine de mort dans mon État, mais ensuite, je ne crois pas qu'on puisse non plus imposer l'interdiction de la peine à d'autres États qui, justement, s'inscrivent dans la règle de droit. Si on parle pour le Canada, fondamentalement, ça serait irrationnel. Ça irait à l'encontre de tout ce que nos ancêtres se sont battus pour. On s'est battu pour, premièrement, avoir un pays qui est démocratique, un pays de droit. Donc, ça serait de retourner à l'arrière et de dire « Oh non, finalement, il y a trop de crimes. On va aller à l'encontre de tout ce qui a été légiféré. On va prendre la décision d'enlever la vie à ceux qui ont commis le meurtre. » Non, il faut progresser, il faut aller vers l'avant. Ça, c'est l'aspect plus patriotique, mais d'un aspect juridique. La peine d'emprisonnement doit être infligée. Tout simplement, il faut juste alourdir la peine, donner des peines qui sont plus sévères dépendamment du crime, mais aller jusqu'à la peine de mort, non, ça serait... Sans compter que la mort, souvent, est une sorte de libération pour certains prisonniers, que eux autres, être détenus est de quoi d'encore pire que la mort. Donc, une fois que leur jour arrive, c'est de quoi de quasiment célébrer pour eux autres parce qu'ils sont libérés. Dans le cas des
peine à perpétuité sans possibilité de libération, j'imagine qu'effectivement, la mort semble une solution plus intéressante. Pour ma part, moi, je pense que l'État n'a pas l'option. Si on dit que l'État veut condamner les meurtres, condamner les crimes graves, il n'a pas l'option de le commettre lui-même. Puis, je veux dire, on entend un argument pour la peine de mort qui est que la prison à perpétuité, on paye pour eux, ils ont des services, Ça tout coûte ça. trop cher. Ça coûte trop cher, ça coûte plus cher que la peine de mort, mais c'est faux, en fait. Il y a plusieurs études qui l'ont prouvé. Mais ça, je me demande comment ça peut être possible. Bien, entre autres, à cause des précautions judiciaires qu'on prend, parce que la peine de mort, je veux dire, il n'y a pas de retour en arrière, là. Une fois que c'est fait, c'est fait. Puis il y a souvent moyen de faire appel, d'aller en appel ou des précautions, des précautions judiciaires, C'est dans ça. le fond. J'aimerais ajouter ça. S'il y a eu erreur judiciaire, qu'est-ce qu'on fait? Ah, il est trop tard, le détenu a été exécuté, mais 35 ans plus tard, il y a une preuve qui a innocenté le détenu. Mais admettons, en cas de qu'il n'y a pas d'erreur, là. La personne a plaidé coupable, elle a admis son crime, tout a été prouvé. Mais encore là, l'admission au crime n'est pas nécessairement de quoi d'irréfutable parce que Ouais. la personne peut être sous pression d'admettre Oui. un crime ou peut avoir un meilleur deal, si on veut, Ouais. avec la couronne quand après l'être coupable. Donc, plaider coupable étant même pas une certitude, si on veut. Un des seuls arguments, justement, pour la peine de mort, il me semble que c'est, on va pas payer pour la vie entière d'un criminel en prison. Mais là, tu dis, Alexandre, que ça a été prouvé que c'était plus cher, en fait, Oui, exactement. la Puis- peine de mort. Mais alors, c'est quoi le but? Je crois que c'est moral, à mon avis. Je veux dire, c'est totalement sur le terrain de la morale. Il y a certaines personnes qui considèrent qu'un crime va être à ce point odieux et inacceptable qu'on n'aura pas le choix, en tant que société, ou qu'on devrait plutôt, infliger la mort à quelqu'un. Cette personne-là ne nuira plus, par exemple, ou ce sera justement une peine, parce qu'une peine, c'est une punition, c'est quelque chose qui doit justement être imposé à quelqu'un. Donc, c'est vraiment les peuples, par exemple, les Américains considèrent que certains crimes méritent la peine de mort. Nous, ici au Canada, on a décidé collectivement que pour nous, c'était inacceptable. Ouais. Puis je conserve cette ligne-là, je crois que c'est inacceptable que l'État donne la mort à quelqu'un. Mais justement, c'est pas sur le terrain de la rationalité, c'est sur le terrain de l'émotion. Tu sais, s'il nous arrive quelque chose à nous personnellement, si un enfant est victime, si un proche est victime, qu'est-ce qu'on va ressentir en tant qu'individu? Les croyances puis la culture, je pense qu'elle est différente aux États-Unis. Là. Exact. Je suis d'accord avec toi. Donc, on veut infliger une leçon et pourtant, ça a été prouvé que la peine de mort diminue pas du tout le taux de criminalité. Alors, on est d'accord que c'est pratiquement inutile. C'est une décision de société, en fait. Là. Comme André a dit, les gens décident pas nécessairement rationnellement, ils décident démocratiquement de ce qu'ils veulent faire en tant que société selon pour la peine de mort. Je suis d'accord avec vous, ça apporte rien au système, à mon avis. C'est vraiment que ces gens-là ressentent le besoin d'infliger ça à quelqu'un, de dire pour nous, pour notre société, c'est inacceptable, donc voici ce qui va arriver. Mais ensuite, je ne crois pas que ça apporte de bénéfices à la société, in fine. Là. Je crois qu'en fait, c'est une procédure qui peut coûter très cher, comme on l'a mentionné. Il y a des risques d'erreur, donc ça ne devrait pas être permis. Mais ensuite, c'est ça, il y a des différences qui expliquent que certains États la pratiquent. À ce point-là, c'est juste de quoi pour se remplir émotionnellement la personne qui a été affectée. Mais l'émotion ne devrait pas avoir place dans la justice. La justice étant de quoi de rationnel. Exact. La rationalité devrait prendre par-dessus sur l'émotion et non le contraire. Et il y a toujours possibilité de réhabilitation. En plus de On ça, parlait ouais. tout à l'heure, hors d'onde, que les procédures sont tellement longues. Parfois, on parlait du couloir de Ouais, la mort, que ça oui. peut prendre 10-15 ans. Le meurtrier a le temps de se réhabiliter d'ici Puis, 10-15 ans. tout à là. fait. Je vais me faire l'avocat du diable peut-être, mais le meurtrier ne perd pas nécessairement tous ses droits parce que c'est un meurtrier. Il y a des droits de base, de fait que tu sois humain. Puis justement, le phénomène du couloir de la mort, je pense qu'il va à l'encontre de ça. Là. Qui est une véritable torture, parce que tu attends toujours après le Ben oui, moment exactement. Puis là- fatidique, puis tu sais qu'il n'y a pas de lendemain, mais... Est-ce que c'est une façon de rendre légale la torture psychologique? Ça rend quelqu'un fou à ce point-là. Puis mais la torture étant pas légale, donc c'est de quoi qui va à l'encontre de la loi. Puis c'est un petit Déjà, peu- la personne, je pense qu'elle a déjà payé sa dette Ouais. envers la société juste par cette torture. D'ailleurs, les mouvements humains s'intéressent beaucoup à la question. On voit même le Canada, avec ses outils internationaux, qui va vers des pays d'Afrique, par exemple, pour tenter de faire du lobbying, d'influencer le gouvernement, puis les inciter à abandonner cette peine de mort-là, parce que justement, dans ces pays-là, la justice ne règne pas nécessairement de la même façon qu'ici, au Canada ou qu'ailleurs, où les systèmes sont bien implantés. Puis les risques sont encore plus accrus. Donc, c'est-à-dire qu'au niveau des droits humains, le Canada, des organismes comme Amnesty International, Human Rights Watch, plein de choses comme ça, s'intéressent à la question parce qu'ils se disent que, justement, la peine de mort serait contraire
aux droits les plus fondamentaux de l'être humain, Droit de base, là. Exact. qui sont inaliénables, on doit le souligner. Voilà. Je vous pose la question personnellement, messieurs, si vous aviez un enfant, puis quelqu'un le tuait. Même, on va mettre ça au pire, l'agresse sexuellement et le tue après. Est-ce que ça changerait votre opinion? C'est très lourd comme situation à vivre et qui, émotionnellement... Et on ne souhaite pas ça à c'est- personne. On ne souhaite pas non? ça, non, à personne. Évidemment. Mais émotionnellement, on va vouloir que le meurtrier se fasse enlever la vie tout simplement par œil pour œil, dent pour dent. Mais fondamentalement, la justice n'est pas émotionnelle. Exactement. La justice reste la justice. Faut pas laisser On peut le comprendre au entrer niveau les émotions personnel, mais là-dedans. pas au niveau sociétal. Comme tu dis, moi, je suis fondamentalement d'accord avec toi. On peut avoir envie que ce soit la conséquence, justement, de ce crime-là. Mais au niveau global, on ne doit pas se borner, puis on doit se dire qu'est-ce qui est dans l'intérêt de la société, outre ma situation personnelle, qui est Exact. peut-être énormément difficile, tragique, Mais horrible. aussi, est-ce qu'il y a moyen de faire le deuil de ça? Est-ce que le fait d'appliquer De la tuer peine de mort, quelqu'un, est-ce dans le que, fond. est-ce que ça aide au deuil? Puis une fois que tu es... Non, effectivement. Non, t'as c'est raison. ça. Puis une fois que tu parce qu'on passe jamais vraiment Ça par-dessus va ça. jamais ramener ton enfant. Non, non, c'est sûr, mais par la suite, 30 ans plus tard, si tu es moins affecté par ça, est-ce que tu te dis, bon, ben, je suis encore pour la peine de mort pour cet individu-là? Je sais pas. C'est tout le temps qu'on avait, messieurs. Je vous remercie beaucoup de ce débat. C'était fort intéressant. Et puis, ben, en fait, ça reste à dire que la vie humaine est sacrée et le meurtre ne devrait pas être accepté, que ce soit commis par une personne ou par l'État. Messieurs, 1000 fois merci. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine.